Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 août 2018 et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va beaucoup fâcher le monde médical, les médecins et surtout les oncologues, c'est-à-dire les médecins qui vont vous soigner pour ou contre le cancer. Alors je suis tombé sur le travail d'un garçon que je connais depuis quelques années déjà, puisque j'en ai déjà parlé dans ce volume-là, dans Pandora 1 et 2, dans celui-là, et dans son petit frère, dans Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir. Et j'avais parlé de ce garçon, Chris Wark, un Américain qui avait été diagnostiqué avec un cancer du côlon de type 3. On lui avait proposé un protocole de chimiothérapie, allopathique d'ailleurs, qu'il a refusé. Et il s'est soigné avec des jus de fruits et des légumes bio. Et il a guéri son cancer. Depuis, Mark Wark, depuis 2003-2004, plutôt 2005, ne cesse de faire des vidéos et de faire des recherches concernant le cancer auprès de médecins, oncologues d'ailleurs, auprès d'infirmières, auprès du monde médical. Et il a décidé d'offrir aux patients, au monde, un questionnaire. Et c'est ce questionnaire que j'ai traduit, donc il y en a pour un moment. Alors si vous trouvez que c'est long, je suis désolé, il faudra changer de crèmerie, mais la vie ne vaut-elle pas quelques minutes de temps, de votre précieux temps? Donc, Mark Wark vous propose de poser une vingtaine de questions à votre médecin qui va vous soigner pour votre cancer ou pour une rechute du cancer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ces questions, il donne des informations que personne ne vous donne et qui sont capitales et qui figureront certainement dans Pandora 5 que je suis en train d'écrire, qui me prend énormément de temps et de concentration. D'ailleurs, à ce propos, je souhaitais vous indiquer que je ne suis pas le seul à travailler sur les vaccins. Nous sommes quelques-uns, heureusement, et je ne réclame aucune paternité des informations que je donne, puisque les informations que je donne, je vous les donne pour vous aider à vous soigner et à éviter de tomber dans les pièges. Donc il n'y a pas d'orgueil ou de vanité à ce niveau-là. C'est vrai que parfois je suis relativement pillé, surtout par les journaux internet, mais ce n'est pas très important à partir du moment où l'information circule. Et c'est vrai que parfois ces journaux ne citent pas la source. Mais ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là, mais peu importe. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de vous informer un maximum sur votre santé et sur les risques que vous prenez et que vous encourez. Alors on va commencer. J'essaierai de m'arrêter à 1 heure, mais c'est pas certain que je ne dépasse pas. Alors les 20 questions à poser à votre cancérologue, question de diagnostic par Mark Wark. Quel est mon diagnostic, se demande le patient. Quel type de cancer ai-je? Est-ce un cancer à croissance rapide ou à croissance lente? Depuis combien de temps grandit-il dans mon corps? Selon vous, qu'est-ce qui a causé mon cancer? Pensez-vous que mon régime alimentaire, la pollution ou le stress y soit pour quelque chose? Mon cancer est-il génétique? Les questions sur le traitement. Quel traitement recommandez-vous? Quels sont les médicaments que vous allez utiliser pour le traitement? Existe-t-il d'autres médicaments que je devrais prendre? Puis-je obtenir une liste de tous les médicaments qui seront impliqués dans mon traitement? Quels sont les effets secondaires à court terme de ces médicaments? Quels sont les effets secondaires à long terme de ces médicaments? Certains de ces médicaments ont-ils des effets secondaires potentiellement mortels? De quand datent les médicaments que vous recommandez? C'est pas du tout une question idiote, vous verrez pourquoi. Depuis combien de temps les avez-vous en stock? Où les utilisez-vous? Ce traitement est-il curatif ou palliatif? Si le traitement est curatif,
Et si le traitement que vous recommandez ne guérit pas mon cancer, alors quoi? Quel est le taux de récidive après ce traitement? D'où proviennent vos statistiques? Si le traitement est palliatif, alors le traitement palliatif, ce n'est pas le traitement qui soigne, c'est le traitement qui aide à supporter. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement qui sert à grand-chose. À quoi sert la chimiothérapie ou la radiothérapie si elles ne vont pas me guérir? Si elles ne vont pas me guérir, pardon. Comment les médicaments qui me rendent malade me donneraient-ils une meilleure qualité de vie? Combien de temps pensez-vous que je pourrais vivre si je fais ce traitement? Combien de temps pensez-vous que je pourrais vivre si je ne fais rien? Quel est mon taux de survie dans 5 ans pour mon diagnostic spécifique avec ce protocole de traitement? Quel est mon taux de survie sans récidive après 5 ans pour mon cancer spécifique si je ne fais rien? À quel point la chimiothérapie contribue-t-elle à la survie 5 ans après mon cancer? Qu'en est-il de la survie à 10 ans? Alors, ce sont des questions parce que quand vous suivez une chimiothérapie, on vous dit vous êtes guéri et puis 1 an, 2 ans, en général c'est 2 ans, 3 ans après, eh bien vous recommencez un nouveau cancer, il revient. C'est pour ça que ces questions sont posées. Existe-t-il des études comparant ce protocole de traitement, la chimiothérapie, à des patients qui n'en ont pas fait? Et si le traitement ne fonctionne pas, puis-je obtenir un remboursement de mes frais? Alors pourquoi on obtiendrait un remboursement de ces frais? Simplement parce qu'aux États-Unis, les oncologues privés achètent la chimiothérapie et la revendent. Mais les chirurgiens en France, ils font pas pire, puisqu'ils vous font quand même payer. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous devez payer quand même un petit peu, vous passez à la caisse. Ils sont déjà rémunérés, mais ils sont très gourmands. Puis-je avoir des copies des fiches signalétiques sur tous les médicaments que je prendrai? Je voudrais les emmener chez moi aujourd'hui pour les examiner. Avez-vous déjà pris un de ces médicaments de chimiothérapie pour comprendre leur fonctionnement? Demande le patient au médecin. Feriez-vous ce traitement si vous aviez le même diagnostic que moi? Ou essayez-vous simplement de profiter au maximum du temps qui vous reste? Que feriez-vous si vous étiez moi? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Si votre mari ou votre femme avait ce cancer, leur donneriez-vous ce traitement? Alors c'est une très bonne question parce que ma mère, qui a eu 3 cancers, a été suivie par un grand cancérologue à Strasbourg. Et en fin de carrière, ce cancérologue a développé un cancer. Étrangement, il a refusé toute chimiothérapie. Et si c'était votre enfant, leur donneriez-vous ce traitement? À votre femme et votre enfant. Est-il vrai que les médicaments de chimiothérapie peuvent rendre le cancer plus agressif? La chimiothérapie tue-t-elle les cellules souches cancéreuses? J'ai lu que beaucoup de médicaments de chimiothérapie sont cancérigènes. Ce traitement peut-il causer plus de cancer dans le corps? Les cellules cancéreuses deviennent-elles éventuellement résistantes à la chimiothérapie? Que faisons-nous quand cela se produit? Quelles autres options de traitement sont disponibles en dehors des protocoles allopathiques? Question de régime. Que recommandez-vous que je mange pendant la chimiothérapie? Est-ce que je peux manger des hamburgers, des milkshakes, des glaces et des pizzas? Quel est le meilleur régime anti-cancer? Y a-t-il des aliments que je devrais éviter? Je pensais adopter un régime à base de plantes, manger beaucoup de fruits et de légumes crus et de jus. Est-ce OK avec vous? Question de test. J'aimerais obtenir le test Onconomic Plus de RGCC pour voir quels médicaments répondront à mon cancer avant de commencer quoi que ce soit. Pouvez-vous me le prescrire? Allez-vous prescrire des tests génétiques pour vous assurer que les médicaments ne seront pas gravement toxiques pour moi? Par exemple, un déficit enzymatique en DPD rend, c'est pas une insulte, rend le 5FU extrêmement toxique et mortel. Je donne le lien pour voir ce que c'est que ce 5FU. Question de référence. Combien de patients traitez-vous par an? Combien de patients avez-vous guéri de façon permanente de mon cancer? Je suis vraiment nerveux à ce sujet et j'aimerais parler à 5 de vos patients atteints du même cancer que moi et qui sont sans cancer après 5 ans. Est-ce possible? Avez-vous des patients atteints de mon type de cancer qui sont en rémission après 10 ans? Puis-je parler à certains d'entre eux? Seriez-vous disposé à les appeler et à leur demander personnellement de bien vouloir répondre à mes questions? Question d'argent. Quel est le coût total du traitement que vous recommandez? Que gagnez-vous sur ce traitement? Je suis juste curieux de savoir combien d'argent vous gagnez en tant que prescripteur. J'ai lu quelque part que les oncologues privés achetaient la chimiothérapie en gros et facturaient les patients ou leur compagnie d'assurance à un prix majoré. Est-ce vrai?
Est-il vrai que vous faites un profit sur les médicaments de chimiothérapie que vous prescrivez et que certains ont des marges de profit plus élevées que d'autres? Question finale. Pardon. Si je décide de suivre votre traitement, pourrais-je vous appeler si j'ai des questions après les heures de travail? Je voudrais prendre un peu de temps pour changer ma vie. Serait-ce possible? Combien de temps dois-je faire cela? Combien de temps dois-je réfléchir à tout cela avant de prendre ma décision? Est-il possible que le corps guérisse lui-même du cancer? Si je décide de ne pas faire de traitement afin de profiter du temps qui me reste, me soutiendrez-vous avec des analyses de sang et des examens périodiques? Puis-je obtenir une copie de mon dossier médical avant mon départ aujourd'hui? Alors ça, c'est toutes les questions qui sont résumées, il y en a plutôt 50. Et là, Marc Wark va les expliquer. 20 questions pour votre oncologue, la retranscription du guide audio, parce qu'il a fait une capsule audio-vidéo. Et voici la retranscription de ce texte que j'ai traduit. La raison pour laquelle c'est Marc Wark qui parle, il est marié, 2 enfants, aujourd'hui en pleine santé. En ayant guéri lui-même d'un cancer du côlon en stade 3, sans chimiothérapie, ce qui est très appréciable. Ni radiothérapie, ni chirurgie. La raison pour laquelle j'ai créé ce formulaire est que j'ai parlé à des centaines de patients atteints de cancer. J'ai moi-même été atteint d'un cancer en 2003 et 2004 et j'ai parlé à des centaines de patients au fil des ans. L'un des plus gros problèmes qu'ils rencontrent est qu'ils ne savent pas les bonnes questions à poser à leur oncologue. Ou leur cancérologue en France. Il y a tellement de questions cruciales et tellement d'informations importantes dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée lorsque vous vous lancez dans un traitement contre le cancer ou lorsque vous essayez de décider des moyens à prendre avec un traitement contre le cancer. Les médecins sont-ils si occupés? Ils ne disent tout simplement pas aux patients tout ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Ils cachent beaucoup de choses importantes. J'ai créé ce questionnaire pour répondre à un besoin de la communauté des cancéreux, car les patients n'ont aucune idée dans laquelle ils s'embarquent. Si vous posez les bonnes questions, vous obtiendrez des réponses très intéressantes qui affecteront profondément les décisions que vous prendrez à l'avenir. Si vous posez des questions erronées ou si vous ne posez pas suffisamment de questions, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Rappelez-vous que tous les traitements doivent être donnés à un patient qui a donné son consentement éclairé. Ce qu'essaye de vous dire Marc Wark, c'est qu'en fait, les patients cancéreux n'ont absolument pas de consentement éclairé parce qu'on ne les informe pas. Et ceux qui sont atteints d'un cancer, qui ont suivi une chimiothérapie, qui suivent une chimiothérapie actuellement ou qui récidivent, pourront le confirmer. Commençons. J'ai intitulé ceci « 20 questions pour votre oncologue » parce que ça sonnait bien. Mais en réalité, cela ressemble davantage à 50 questions. Vous ne pourrez pas poser les 50 questions, mais vous allez certainement en utiliser beaucoup. Choisissez celles qui conviennent le mieux à votre cancer. Utilisez-les car elles vous aideront si vous savez les utiliser. Votre diagnostic est essentiel et vous devez le trouver, c'est primordial. Au fait, il est particulièrement conseillé d'obtenir un 2e et un 3e avis pour s'assurer que votre diagnostic est correct. Alors pourquoi dit-il cela? Parce qu'il arrive parfois qu'on considère qu'un patient a un cancer alors qu'il n'en a pas. C'est le cas du cancer du sein dans 70% des diagnostics où il s'agit d'un carcinome in situ. J'en ai parlé d'ailleurs dans ce volume d'une... oh là là, c'est un peu le bordel sur mon bureau comme d'habitude, pardonnez-moi cette expression, parce que les gens qui travaillent, eh bien évidemment, ils sont toujours pleins de références. Et donc dans ce livre-là, je suis désolé de le présenter, mais j'ai pas le choix, vous avez une étude hollandaise qui prouve que justement, il y a un gros problème au niveau de la chimiothérapie, au niveau du diagnostic du cancer. C'est pour ça qu'il est préférable de demander l'avis à 3 médecins différents, sans les consulter ensemble évidemment, sans qu'ils se connaissent, pour qu'ils vous donnent
l'avis le plus proche de la vérité. La pire situation est d'être traité pour un cancer, mais surtout d'être traité pour un cancer que vous n'avez pas. Et ça arrive. Est-ce un cancer à croissance rapide ou un cancer à croissance lente? Depuis combien de temps se développe-t-il dans votre corps? Ceci est important car si le cancer est à croissance lente, vous pourriez avoir beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Alors du temps pour quoi? Du temps pour trouver un traitement adéquat, du temps pour essayer un traitement naturel, du temps pour mettre de l'ordre dans votre vie. Cela va dégonfler et apaiser le sentiment d'urgence que peut-être votre médecin ou quiconque pourrait essayer de vous imposer en agissant immédiatement. Vous avez un cancer, ok, il faut opérer tout de suite, c'est patati patata. Donc on vous met immédiatement dans la panique alors que ce n'est pas absolument nécessaire. Si vous avez un cancer à croissance lente qui se développe dans votre corps depuis 5 ou 10 ans, ou peut-être même plus longtemps, devinez quoi? Vous avez probablement plus de temps pour trouver la meilleure solution pour le soigner. Vous avez donc besoin de savoir combien de temps vous reste-t-il vraiment dans le sens de est-ce un cancer à croissance rapide ou à croissance lente? Donc ça, c'est la première question, la deuxième question à vous poser. C'est d'abord, est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que c'est vraiment un cancer et pas une maladie auto-immune qu'on pourrait soigner autrement éventuellement? Ou est-ce que c'est un cancer à croissance rapide ou à croissance lente? Donc, évidemment, si vous avez un cancer du pancréas, en général, c'est 1 mois. Hein. Ça va très très vite. Mais pour un cancer du foie, un cancer des reins, un cancer de la prostate ou tout autre type de cancer, en général, on a un peu plus de temps pour réfléchir s'il n'est pas dévastateur. Mais tout dépend des cas, évidemment. Il n'y a pas de vérité. Hein. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a causé mon cancer? Voilà vraiment une bonne question à poser à votre médecin, car il est toujours intéressant d'entendre ce que les médecins disent quand on leur pose cette question. La réponse, la suite à cette question est: pensez-vous qu'un régime alimentaire malsain, ou la pollution, ou le stress ont quelque chose à voir avec ce cancer? Eh bien, vous serez surpris de voir combien de médecins répondent: non, ce n'est pas votre régime. Non, le stress n'y est pour rien. Non, vous êtes malchanceux. La chance n'est pas un facteur de développement du cancer. La chance n'est pas un facteur de santé. Ce n'est pas du tout un principe scientifique et n'a pas sa place dans cette discussion. Permettez-moi de vous donner un petit aperçu du fait que les taux de cancer aux États-Unis sont très différents de ceux de nombreuses autres régions du monde. Et ça, c'est pour la réponse au cancer, au traitement alimentaire, au régime alimentaire. Par exemple, le Mexique, le Nicaragua, le Guatemala, le Honduras et Haïti affichent la moitié des taux globaux de cancer comparés à ceux des États-Unis. Ils font quelque chose différemment là-bas. Il y a 34 pays africains avec 1/3 de taux globaux de cancer des États-Unis. Le Nigeria a 1/5 des taux globaux de cancer comparés aux États-Unis. Si vous regardez le Moyen-Orient, l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Pakistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Bangladesh, la Thaïlande, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Yémen, Oman, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, l'Ouzbékistan, le Sri Lanka et les Maldives, ils ont également 1/3 des taux globaux de cancer comparés à ceux des États-Unis. Les taux de cancer du côlon en Afrique subsaharienne sont 50 fois moins élevés qu'aux États-Unis. Et pour cause, en Afrique subsaharienne, on ne mange pas tous les jours. Ces pays ont un régime alimentaire très différent et vivent des modes de vie différents de ceux des pays occidentaux. Des pays industrialisés tels que les États-Unis, le Canada, l'Europe et l'Australie. Nous avons beaucoup de preuves scientifiques que notre régime alimentaire et notre mode de vie, la pollution de l'environnement et le stress sont des facteurs majeurs. On estime à présent que 70% des décès prématurés aux États-Unis sont attribuables à 3 facteurs: une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique et la consommation de tabac. Alors, pour les fausses couches, il y a aussi une autre raison, c'est une déficience en magnésium et une déficience en vitamine D3, mais vous le verrez dans Pandora 5, c'est expliqué avec beaucoup de clarté. La première cause de cancer est la consommation de tabac. L'obésité est la deuxième cause de cancer des Instituts nationaux de santé et du NCI, l'Institut national du cancer, l'indique chaque année. L'obésité est causée par le régime alimentaire et le mode de vie.
Si vous consommez beaucoup de malbouffe ou de junk food, riche en calories, des aliments synthétiques, des aliments transformés, des boissons sucrées et des tonnes de viande et de produits laitiers, vous contribuez à la prise de poids, au surpoids et éventuellement à l'obésité. Les frites, par exemple, que vous trouvez dans les fast-foods, contiennent une quantité d'éléments, c'est dans Pandora 1, celui que je vous ai montré, et entre autres du silicone, entre autres, hein, mais je ne vous dis pas ce qu'il y a dans les nuggets, il y a la recette dans Pandora 1 aussi. C'est affligeant, hein, de savoir ce que vous avalez. Si vous avez un manque d'activité physique, vous contribuez également à la prise de poids. Vous ne brûlez pas assez de calories chaque jour. Vous mangez plus de calories que votre corps en utilise pour votre énergie. Il stockera ces calories sous forme de graisse. Cette nutrition et ce manque d'activité physique contribuent à l'obésité, qui est la deuxième cause de cancer. Il convient de noter qu'avant la mort, il y a des années de maladie et d'incapacité dues aux principales causes de décès. La maladie cardiovasculaire est la principale cause de la mort. Ce sont des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Je vous signale quand même que les vaccins, et surtout le vaccin contre l'hépatite B, provoquent des dommages au niveau vasculaire, cérébral et cardiaque. Le cancer est la deuxième cause principale. Mais ça, vous trouverez dans Pandora. Hein. Je l'ai écrit, ça fait plus de 5 ans que je l'écris et que je vous en fais part dans les capsules. L'industrie médicale le sait. L'industrie médicale le sait. Vous savez très bien que ce n'est pas moi qui vous donne particulièrement mon avis, mais je retranscris la parole de scientifiques à travers des articles que je traduis ou des conférences qui déclarent ce que je vous dis. Ce serait trop simple de dire oui, moi je sais tout, moi je ne sais rien. Je ne suis qu'un vulgarisateur scientifique. Je mets cette connaissance que l'on ne vous donne pas. Comme vous allez le voir avec ce document de Marc Wark, vous allez en apprendre énormément sur le cancer et son traitement. Quoique j'en ai beaucoup parlé déjà dans Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir. Le volume que je vous ai montré, c'est celui-là. C'est le premier volume qui résume à peu près tout. Voilà. Et son petit frère, surtout sur les pollutions atmosphériques. Alors, le cancer est la deuxième cause principale de décès aux États-Unis et dans le monde. L'industrie médicale le sait, la communauté scientifique le sait. Pour une raison quelconque, les oncologues ne pensent pas que cela compte, le régime alimentaire, étrangement. Ils ne pensent pas que ce soit un facteur déterminant. Et là, on revient toujours à ce que je disais, c'est que à partir du moment où un médecin se spécialise dans une spécialité, eh bien, il oublie tout le reste. Alors que le corps humain, il n'est pas qu'un cœur, il n'est pas qu'un cerveau. Il est un corpus d'éléments. Il y a 60% d'eau et le reste, c'est des muscles, c'est de la masse, c'est des os, c'est une quantité d'éléments, c'est des atomes, c'est des molécules, c'est un univers. Et c'est pas un homme qui connaît tout cet univers. C'est pas possible. Donc il faudrait peut-être que les oncologues ou tous les spécialistes s'ouvrent un petit peu au reste de la médecine au lieu de rester prisonniers d'une spécialité qui les empêche de voir ce qu'il y a à côté. D'ailleurs, en nutrition, les médecins, ils ont quoi? Ils ont 2 heures ou 4 heures de cours pendant 10 ans d'études? Sincèrement, ça va pas loin. Mais n'essayez pas de donner une conférence à votre médecin lorsque vous savez des choses. Gardez vos opinions pour vous. Évidemment, il a quand même fait 10 ans d'études, il en sait certainement plus que vous en matière médicale, même si vous avez votre propre expertise. Il ne faut pas arriver chez son médecin en disant bah, « toi tu sais rien, tu sers à rien ». C'est pas vrai, il sert, il a une fonction, il a fait des recherches, il a fait des études pour arriver là où il en est, des études très difficiles. Peut-être que vous pouvez lui apporter des compléments d'information pour l'aider à vous soigner. C'est, je pense, ce qu'il faudrait faire. N'hésitez pas à faire des recherches, entre autres sur Google. Ça, c'est ce que me reprochait mon frère, de faire des recherches sur Internet. Mais étrangement, les études sont publiées sur Internet et jamais à la télévision ou ailleurs. Ces études sont retranscrites, donc Internet, c'est une bibliothèque internationale à ciel ouvert. Hein. C'est extraordinaire. Et qui n'a jamais cherché sur Internet me jette la première pierre. Donc les faux prétextes ou les fausses critiques,
Je pense que ces gens-là devraient se les garder parce qu'elles ne valent pas grand-chose. La preuve, c'est quand même sur Internet que j'ai trouvé ce document. Et vous allez voir, il va vous en apprendre beaucoup. Contrairement à ceux qui nous critiquent et qui disent rien, en fait. Ils ne sont pas là pour vous aider, ils sont là que pour briller et pour valoriser un ego, alors que ce n'est pas leur ego qu'ils doivent valoriser, c'est plutôt le vôtre. N'hésitez pas à faire des recherches sur Google et à vérifier ce que je vous dis. Votre but n'est pas d'aller faire la leçon à votre médecin, ni de lui prouver qu'il a tort, ni de lui mettre sous le nez une statistique. Il est important de voir ce qu'il sait exactement sur le cancer, sur votre cancer et ce qu'il en dit. Et vous pourriez être surpris de trouver des oncologues extrêmement performants sur votre cancer, votre type de cancer. Et puis d'autres, c'est comme pour tout, hein. Vous avez des bons sportifs et des mauvais sportifs. C'est partout pareil. Vous avez des bons médecins et des mauvais médecins. Vous avez des bons psychologues et des mauvais psychologues. Des bons psychiatres et des mauvais psychiatres. Vous avez des bons écrivains, des mauvais écrivains. Vous avez tout. Vous avez tout. Et ça, c'est ce qui caractérise l'être humain. Ça, il faut l'admettre. C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est forcément compétent. Même si on a une expertise. Moi, j'ai vu à la fac, quand j'y étais, que des profs, et pas tous en tous les cas, certains, manquaient terriblement de compétences et de savoir. Donc ça existe. Le diplôme ne fait pas l'homme. Si le médecin commence à parler de régime, de style de vie et de stress, c'est qu'il sait que ces données sont une cause de cancer. C'est déjà bon signe. Alors vous savez que vous avez quelqu'un de précis qui se soucie vraiment de la prévention et des causes profondes. Si vous avez un médecin qui dit tout simplement, ouvrez les guillemets, nous ne savons pas ce qui a causé votre cancer, c'est probablement de la génétique ou vous êtes malchanceux. Peut-être devriez-vous réfléchir à 2 fois avant de mettre votre vie entre les mains de celui-ci. À votre santé, monsieur, dame. Parmi les autres causes de cancer, citons la pollution de l'environnement et les pesticides chimiques qui sont pulvérisés sur les aliments. Alors ça, je vous en parle dans tous mes Pandora. Je vous donne des études qui ont été faites qui prouvent à quel point le travail de Monsanto, Syngenta et autres fabricants de produits sanitaires est admirable pour tuer la vie. Donc c'est pas nouveau ça, et un cancérologue ne peut pas passer à côté de ça. Il y a 80 000 produits chimiques utilisés dans notre environnement et dans le monde qui sont enregistrés auprès de l'EPA, dans les cosmétiques, les médicaments sur ordonnance, les nettoyants ménagers, l'entretien des pelouses et l'agriculture. Ces produits chimiques sont présents dans presque tous les produits que vous achetez. Ils sont dans le maquillage, dans le plastique, dans les peintures, les vernis et les colorants. Il y a des retardateurs de flammes, et ça nous en parlerons dans Pandora 5, dans votre matelas, dans les revêtements anti-adhésifs de votre batterie de cuisine et dans les additifs alimentaires. Seulement 7% environ de ces produits chimiques ont des données complètes sur les tests de sécurité. 7%. Ça veut dire qu'il y en a encore 93 qui ne sont pas testés. 93% des produits qui nous entourent qui ne sont pas testés. Évidemment, on imagine bien que s'ils ne sont pas testés, c'est pour une raison précise. Environ 43% d'entre eux n'ont aucune donnée sur les tests de sécurité. 43% d'entre eux. Nous vivons dans une culture où 2000 à 3000 nouveaux produits chimiques sont brevetés et enregistrés chaque année. Vivement le bio, hein. Vivement le retour à la terre. Hein. Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer. Bien sûr, la cigarette contribue au cancer du poumon. Le radon provoque 16% des cancers du poumon. Cela représente plus d'un cancer du poumon sur 10 attribué au radon. Vous devriez tester votre maison pour le gaz radon. Travailler la nuit est un autre facteur contributeur. Nous connaissons toutes ces causes, mais je ne veux pas continuer encore et encore sur toutes les causes connues, car j'en parlerai dans la série Square One, série qu'il va mettre en vente. C'est ce qui m'embête avec les Américains. Ils font beaucoup de choses, mais c'est toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent. Les vidéos, il faut les payer, enfin bref. C'est pas facile d'être chercheur. Alors, pourquoi travailler la nuit est un autre facteur contributeur de maladie? Parce que le système immunitaire a besoin de 9 heures pour se régénérer. Alors, si vous dormez que 2 heures à 4 heures par nuit, ce qui est mon cas d'ailleurs, votre système immunitaire,
il rame. Vous devez vous rendre chez votre médecin armé d'une connaissance de fond et de perspective. C'est le but de ce que je fais à présent pour vous, déclare Marc Wark. Quel traitement recommandez-vous? Demandez-vous au médecin. Que pensez-vous que je dois faire, docteur? Comment allons-nous traiter cela? Très simple. Ils vont le décrire comme suit. Ouvrez les guillemets. D'accord, nous pensons que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale et d'une chimiothérapie et que vous avez besoin d'une radiothérapie. Alors ça, c'est ce qu'ils vous disent systématiquement. Oui, on va pas tenter le coup, on va faire ça pour bien endiguer le cancer qui n'existe pas encore. C'est top ça. Prenez des notes et notez tout ce dont nous parlons ici. Bon, avec cette vidéo, vous pourrez stopper, réécouter, vous aurez toutes les informations. Alors, il est très important que vous enregistriez cette conversation si vous souhaitez y revenir et la référencer. Dans la plupart des États américains, vous n'avez pas besoin de l'autorisation du médecin pour enregistrer votre conversation. Si vous voulez leur demander la permission, allez-y et dites simplement « C'est juste un moment fou et fou pour moi. Cela vous dérange-t-il si j'enregistre notre conversation pour que je n'oublie rien ?» Les médecins vont répondre « Oui, bien sûr, c'est bon ou peu importe. » Ils vont recommander des traitements et ensuite vous voudrez explorer les spécificités du traitement. Quels sont les médicaments que vous allez utiliser pour me traiter? Ils vont énumérer un certain nombre de médicaments. Y a-t-il d'autres médicaments que je devrais prendre au cours du traitement? Ceci est important car ils peuvent ne pas énumérer la liste complète des médicaments que vous pourriez avoir à prendre, car si vous avez des effets secondaires et des problèmes à prendre ces médicaments, disons simplement avec le 5FU, il y a d'autres médicaments qu'ils vont vous prescrire pour certains des effets secondaires du 5FU. Alors le 5FU, c'est une chimiothérapie qui n'est pas récente du tout et nous allons y venir. C'est une bonne idée d'aller de l'avant et de demander quels autres médicaments pourraient être impliqués. Vous voulez une liste complète de médicaments que vous allez commencer et des médicaments que vous pourriez avoir à prendre. Pour chaque médicament, écrivez les noms des médicaments comme ils vous le disent. Quels sont les effets secondaires à court terme? Ils vous le diront. Quels sont les effets secondaires à long terme? Laissez-les vous le dire. Allez vérifier en France dans le Vidal ou ailleurs, ou chaque médicament, et laissez-les vous dire les effets secondaires à court terme et à long terme. Voyez ce qu'ils vous disent. Certains de ces médicaments ont-ils des effets secondaires potentiellement mortels? Ceci est important pour des raisons évidentes. Je vous signale que maintenant, quand vous allez faire vacciner vos enfants, eh bien, les médecins ou les infirmières ne vous donnent pas les notices. Elles sont obligées de le faire, vous devez les exiger, et vous devez les lire avant d'accepter la vaccination. Ce que vous devez savoir, c'est que les médicaments inclus dans la chimiothérapie provoquent, ouvrez les guillemets, des lésions cérébrales, des lésions cardiaques, des dommages au foie, des lésions pulmonaires, des dommages au système immunitaire. Ça, c'est la chimiothérapie. Les médicaments chimiothérapeutiques peuvent également entraîner une perte auditive, des lésions rénales, des dommages à la vessie, des dommages intestinaux, des hémorragies internes, une neuropathie périphérique. Ça vous fait perdre le toucher du bout des doigts et des orteils, parfois de manière temporaire ou permanente. Ça arrive aussi avec certains vaccins. De plus, les médicaments chimiothérapeutiques ou la chimiothérapie peuvent provoquer la formation de nouveaux cancers dans le corps. Voici votre information de fond. Si le médecin ne parle pas de tous ces problèmes potentiels, il omet certaines informations sérieuses et capitales. Il vous induit en erreur si tout ce qu'il vous dit, c'est « Eh bien, vous allez avoir la nausée, vous allez perdre votre appétit, vous allez perdre vos cheveux, vous allez être malade et vous allez vous sentir mal. La nourriture ne va pas goûter très bien. » Fermez les guillemets. Si c'est tout ce qu'il vous dit, alors il omet les choses importantes. Il vous dit tous les petits effets secondaires que tout le monde connaît. Il ne vous dit pas les dommages majeurs causés par la chimiothérapie dans votre corps. Je vous rappelle que dans l'étude hollandaise sur les problèmes de diagnostic du cancer du sein chez les femmes, qui est un faux diagnostic dans 70% des cas, c'est dans Pandora 4, eh bien, ce qui n'est pas dit, c'est que la chimiothérapie cause des dommages cognitifs aux femmes qui la suivent. Et oui,
et elles vont voir leur médecin en disant quelque chose ne va pas dans ma tête. Elles sont conscientes qu'elles ont perdu une partie de leur intelligence. Et ça, personne ne vous le dit. Donc effectivement, vous pouvez devenir un peu plus bête que vous ne l'étiez, ou vous allez perdre un peu de votre intelligence en suivant ces traitements-là. En 2015, un rapport a été publié selon lequel près d'un nouveau cancer sur 5, soit 20%, est un cancer secondaire. Cela signifie que les patients atteints de cancer développent de nouveaux types de cancer dans différentes parties de leur corps, provoqués par le traitement, que ce soit par chimiothérapie ou par radiothérapie. Alors, je voulais expliquer que des recherches récentes ont indiqué que la chimiothérapie, en fait, ne détruisait pas les cellules mères du cancer, ne détruisait qu'une partie de ces cellules et les laissait endommagées dans le corps, ce qui permettait aux cellules mères de se reconstituer au bout d'un an ou deux, mais comme la chimiothérapie a drainé ces cellules cancéreuses, eh bien, elle les a dispersées dans tout le corps et vous vous retrouvez avec un cancer métastatique. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas moi qui vous le dis, je vous le répète. Depuis 1970, la quantité de cancers secondaires a augmenté de 300%. Je répète ça. Depuis 1970, la quantité de cancers secondaires, c'est-à-dire un deuxième cancer après un premier soi-disant guéri, a augmenté de 300%. Mais vous allez comprendre pourquoi. Les cancers secondaires peuvent se manifester rapidement dans les premiers mois ou après quelques années de traitement, ou bien des décennies plus tard. Il est important que vous le sachiez. Votre médecin devrait le reconnaître lorsque vous en parlez. Quel âge ont les médicaments que vous prescrivez? Ça, c'est une question qui est vraiment très importante. C'est pour ça que je vous demande toute votre attention. Quel âge ont les médicaments que vous prescrivez ou depuis quand utilise-t-on ces médicaments? On pourrait penser que plus la drogue est ancienne, c'est le médicament, mieux c'est, car elle a été bien testée. C'est comme ça que les oncologues se vantent de ces médicaments. Nous utilisons ces médicaments depuis des décennies, blablabla, disent les médecins. La vérité est que les 10 médicaments chimiothérapeutiques standards les plus prescrits ont entre 20 et 60 ans. Attends, t'as bien entendu. Les médicaments utilisés pour te guérir du cancer, ils ont entre 20 et 60 ans. Et ils nous disent qu'ils font des progrès sur le cancer, avec des chimiothérapies qui datent de 60 ans. Et ils n'ont pas le sentiment de se foutre de notre gueule. Non, pas du tout. Alors là, je vais vous donner quelques chimiothérapies. Le méthotrexate a été développé dans les années 1950. Nous sommes en 2018, on continue à l'utiliser. Tout comme le fluorouracil, qui est en fait le 5-FU, c'est plus simple à dire. C'est une catastrophe ce truc-là. Et le cyclophosphamide, la doxorubicine, a été développée dans les années 1960. La cisplatine, 1978. La gemcitabine, dans les années 1980. L'éthoposide, en 1983. Le chlorombucil, 1984, peut-être plus tôt même. Le docétaxel et le plaxitaxel en 1992, et j'en ai déjà parlé de ces chimiothérapies. Est-ce que cela vous donne une grande confiance en leur efficacité? Eh bien moi, j'aurais peur, parce que aujourd'hui, on vous vend des voitures modernes, équipées, qui comblent tous les manques qu'avaient ces voitures, qui ont, il y a 60 ans passés, il y a même 10 ans passés. Et là, pour soigner le cancer, on nous donne des chimiothérapies qui datent de 60 ans. Ça ne m'étonne pas que la chimiothérapie, ça ne fonctionne pas beaucoup. Ah oui, parce qu'avec les pollutions atmosphériques, là, les chemtrails, les métaux lourds, ces empoisonnements importants qui sont liés aussi aux vaccinations, eh ben, ce sont d'autres molécules. Alors si ce n'est pas adapté, ça ne peut pas fonctionner, en toute logique. C'est une question de bon sens. Hein. Est-ce que cela vous donne est-ce que cela vous donne confiance en leur efficacité? Moi, je vous répondrai personnellement que non, mais c'est mon avis et je le partage, mais il vaut ce qu'il vaut.
Alors, ils utilisent des drogues qui ont 20, 30, 40, 50 et 60 ans. Et ça va les gars? Hein, vous avez fumé la moquette, c'est bien? C'est comme ça qu'on va soigner les gens? C'est bien, continuez comme ça. C'est sûr qu'on va y arriver. Ça ne m'étonne pas qu'il y a plein d'hôpitaux pour cancéreux. Et s'ils n'arrivent pas à les guérir, il y a de plus en plus de cancéreux, ils ne sont pas capables de les soigner. L'industrie du cancer se vante constamment de nouveaux traitements vitaux. Bah oui, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Nouveau, c'est aujourd'hui. Hein, c'est pas il y a 20 ans, il n'y a pas 30 ans, il n'y a pas 50, il n'y a pas 60 ans. Où ils sont les nouveaux protocoles? On ne voit pas. Parce qu'ils ne sont pas capables de les faire. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. S'ils ne sont pas capables de faire de nouveaux protocoles, c'est qu'ils ne savent pas guérir le cancer. Alors qu'on savait guérir le cancer dans les années 30. Je l'ai dit dans Pandora 1, je vous ai fait tout un exposé sur Royal Reef, qui avait créé une machine anti-cancer. Anti-cancer. En 1936, il a guéri 7 cancers. 7 cancers en stade terminal. 7 cancers. Avec des fréquences. Non mais... Vous savez ce qu'a vécu Royal Reef? Un enfer, il a été poursuivi, on a assassiné ses assistants, on en a mis d'autres en prison parce qu'il avait guéri le cancer. Rien qu'avec des fréquences. Les Russes sont spécialisés en fréquences, c'est la nouvelle médecine quantique, elle est admirable. Mais évidemment, nous, on utilise des chimiothérapies qui datent de 20, 30, 40, 50 et 60 ans. Et puis on va vous parler d'un protocole magique extraordinaire qui fonctionne à moitié. Et puis après, il va fonctionner un certain temps. Puis après, il va plus fonctionner. C'est normal puisque les cellules cancéreuses se sont habituées. Alors c'est pas grave, on abandonne le protocole magique et puis on revient aux 20, 30, 40, 60 ans. De protocole. C'est génial la guérison du cancer. C'est formidable, c'est une industrie du fric absolument phénoménale. Pardonnez-moi cette incursion qui n'est pas dans le texte. L'industrie du cancer se vante constamment de nouveaux traitements vitaux. Pourtant, ils utilisent encore des médicaments vieux de plusieurs décennies. C'est comme si tu avais une voiture. Tu as une voiture des années 60. Tu es en sécurité dans ta voiture des années 60 par rapport au dernier modèle de chez Citroën, Ford ou je ne sais quoi? Ou Mercedes? Mais c'est sans commune mesure du point de vue de la comparaison. C'est inconcevable. Inconcevable. Mais pour le cancer, c'est bon, hein. Alors là, ça marche très bien. Ah, ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Alors, ce traitement est-il palliatif ou curatif? Curative est une définition évidente, qui soigne. C'est pour vous guérir. Les soins palliatifs ont deux objectifs. Fondamentalement, ils essaient soit de prolonger votre vie ou d'améliorer votre qualité de vie. Ce sont les deux explications pour les soins palliatifs. Prolonger votre vie ne peut signifier que quelques semaines supplémentaires ou quelques mois supplémentaires, mais certainement pas quelques années. Ce sont des semaines et des mois supplémentaires d'être malade et empoisonné par la chimio, généralement. Donc quand on vous propose un traitement palliatif, vous savez que de toute façon c'est foutu. Alors foutu pour foutu, autant essayer un protocole de soins naturel. Il y en a. Améliorer votre qualité de vie. Eh bien, nous savons que ce n'est pas le cas. Votre qualité de vie ne va pas être meilleure si vous êtes malade et empoisonné par la chimiothérapie palliative. Ce qui est étonnant avec cette question et le raisonnement qui sous-entend cette question, c'est qu'une étude récente a révélé que les 2/3 des patients cancéreux dans cette enquête ne savaient pas s'ils recevaient des traitements curatifs ou palliatifs. Ils pensaient qu'ils recevaient un traitement curatif et leur médecin savait que ce traitement ne les guérirait pas. Vous devez connaître la différence entre curatif et palliatif et vous assurer de poser cette question. Voici l'étude ici, donc je donnerai l'étude dans Pandora 5, elle est là. S'ils disent que c'est curatif, vous leur demanderez quel est le taux de récidive après ce traitement. Ils vont vous donner une statistique, alors vous leur demanderez d'où vient cette statistique. Alors pourquoi vous posez la question d'où vient cette statistique? Parce que si la statistique provient des laboratoires producteurs de chimiothérapie, vous savez que c'est un mensonge. Ah bah ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien des laboratoires qui s'appelle John Rengen Virapen et qui a écrit un livre qui a été préfacé par le grand professeur Philippe Even. Donc John Rengen Virapen, j'ai mis les références sur ma page Facebook il y a 3 semaines je crois. Donc vous pouvez le trouver. Excellent livre, effrayant. Quel est le taux de récidive après ce traitement? Ils vont vous donner une statistique, je l'ai dit.
S'ils disent, eh bien, c'est palliatif, alors votre question suivante est, à quoi ça sert si c'est palliatif? À quoi cela sert-il si cela ne va pas me guérir? Ils vont répondre, eh bien, nous pensons que cela pourrait prolonger votre vie ou améliorer votre qualité de vie. Et ça, c'est un superbe mensonge. Alors, je vais m'arrêter ici pour la première partie. Pourquoi? Eh bien, parce que ça continue. Et que j'ai mon grand ami Richie qui va me la compresser pour la mettre sur YouTube. Et que si elle dépasse 1 heure, c'est compliqué, il faut qu'il la coupe. Donc on va lui faciliter ce travail à mon ami et on va arrêter ici et reprendre. Alors, je vous salue pour vous reprendre tout de suite. Louloute vous salue parce qu'elle m'a dit « Tu parles plus de moi ». J'ai dit « Pourquoi je parlerais de toi ?» Parce que les gens, ils me souhaitent des bonnes choses. J'ai dit « Je ne parle pas de toi parce que je m'occupe des gens. » Voilà. Oui, mais les gens, ils me disent des bonnes choses. J'ai dit, arrêtez de m'énerver, Louloute, c'est pas possible. Alors maintenant, je vous le dis, Louloute, elle vous embrasse et elle vous dit merci. Voilà, maintenant je l'ai dit, et puis, comme ça, elle sera plus gentille avec moi. Voilà, allez, salut, à tout à l'heure.